Alors, je suis quelqu'un qui, en principe, ne travaille pas avec des images. Je dirais même jamais, c'est la première fois, c'est pour ça que j'ai un peu peur de la manipulation. Je parle de celle des images de mon propos. Parce que, en poésie, les images, je les ai dans les textes, je les trouve en poésie, je les ai dans les métaphores. Et donc, elles surgissent d'elles-mêmes du commentaire de texte. Si j'ai préféré aujourd'hui faire appel à des images exceptionnellement, c'est parce que c'est à une sorte de voyage initiatique que je veux vous introduire, qui est celui de García Lorca, qui évidemment prendra le contre-pied. Non, mais il faut que tu l'aies. Non, je ne peux pas. Non. Je vais parler comme ça. Parce que je ne peux pas, j'ai besoin de... Si je le... Mais je lui tiens, le micro. Non, je ne peux pas. Excusez-moi, c'est parce que c'est pas facile de faire tout à la fois. Et si je te le tiens? Ah oui, mais tu vas pas me le tenir tout le temps. Si. Je n'ai que ça. Merci. À écouter, à tenir le micro. Donc, si vous voulez, c'est à cette sorte de voyage initiatique que je veux vous entraîner. Et pour le faire, je pense que visuellement, sensiblement, parce que c'est à la sensualité qu'il faut arriver dans le texte que je vais expliquer, qui est donc celui du titre que vous avez là, Iré à Santiago, J'irai à Santiago, Son de Santiago, ou les retrouvailles artistiques du voyageur à Cuba avec ses racines culturelles, vitales, mythiques, après l'errance du poète à New York, en exil dans la ville des marges, exclusion et rejet. Alors, New York, je garde New York pour le colloque de décembre, et c'est de New York que je parlerai à ce moment-là. Et je vais vous parler ici de la fuite de New York vers Cuba, finalement, c'est-à-dire en imaginant que vous êtes entre 1929 et 1930, 1929, où Lorca est à New York pendant 1 an, de juin à mars, où il part à Cuba, et où il assiste à tout ce qu'est New York à l'époque, c'est-à-dire l'apartheid, c'est-à-dire les lynchages dans la rue des Noirs, c'est-à-dire les quartiers de Harlem, où il va être finalement le seul blanc à aller faire du jazz et jouer du piano de jazz la nuit. C'est également la crise de 29, et Lorca était à New York, où il a vu les milliardaires se jeter du haut des tours, le jour où il était là. C'est-à-dire une ville terrible, une ville d'exil, d'exclusion, de marge. Et si vous voulez, je voudrais simplement garder de la vision suivante, c'est un petit peu petit, excusez-moi, c'est le visage de Lorca, parce que là, vous avez exactement celui qui disait « Je ne suis pas venu pour voir la ville, je suis venu pour voir le sang trouble ». Le regard trouble, lui aussi, le regard intérieur, le regard du voyant intériorisé, à travers lequel le miroir de la créativité va refléter la réalité vue de l'autre côté, c'est-à-dire de l'intérieur. Ce regard-là, si vous voulez, qui est, quand la photo est un peu plus grande, très fort, c'est exactement celui qu'il faut ne pas oublier quand on part de New York à Cuba, car dans les photos suivantes qu'on voit à Cuba, il a retrouvé son sourire, il a retrouvé une voyance beaucoup plus extériorisée. Alors, ce voyage qu'on va faire ensemble, c'est à travers un texte, un seul texte que je veux le faire avec vous, mais je voudrais arriver à ce texte par le biais de cette séparation retrouvaille, puisque mon but, si vous voulez, c'est de partir de l'idée de la séparation et de la marche pour arriver à l'idée des retrouvailles, du réenracinement de celui qui avait tout perdu, disons du point de vue intérieur, à la fois homme et poète, au moment de son séjour d'1 an à New York. Alors, pour se mettre dans cette atmosphère de voyage, il faut repartir de l'idée qui est que le poème dont je vais vous parler est un poème écrit en 1930, qui a été suivi et explicité d'une certaine manière par García Lorca dans sa conférence ensuite sur Poète à New York, et si vous voulez, conférence par laquelle on arrive finalement sans savoir quand au poème. Autrement dit, si vous voulez, le poème s'appelle « J'irai à Santiago », c'est-à-dire un futur, un souhait, un futur de réalisation à venir, qui devient un futur de réalisation du passé au moment où le poème est écrit, à une date assez incertaine, mais bon, je n'ai pas beaucoup le temps aujourd'hui de vous expliquer tout ça. Et si vous voulez, c'est le conférencier, en fait, dans une sorte de fluir, de lente durée intérieure, et c'est ce qui m'intéresse beaucoup, c'est cet aspect de la lente durée intérieure qui fait que il continue de vivre à Cuba sans plus être à Cuba, il continue d'écrire le texte alors qu'il a déjà écrit le texte. Le temps passe et me voici sur le bateau qui me sépare de la ville écrasante pour me conduire aux belles Antilles. Mon impression se prolonge, ce monde n'a pas de racines. Et là, il cite donc des vers de Danse de la mort qui sont dans le texte et qui traduisent, si vous voulez, les deux images centrales qu'il avait utilisées pour New York, géographie
et angoisse, géométrie et angoisse. Arrête et rythme, forme et angoisse, le ciel a tout engouffré, il n'y a plus de conflit entre tours et nuages, les essaims des fenêtres ne dévorent plus la moitié de la nuit. Mais le bateau s'éloigne et voici qu'arrivent palmes et cannelle, parfum de l'Amérique enracinée, de l'Amérique espagnole. Alors, Cuba, en 1930, n'est pas non plus le paradis terrestre, bien évidemment, mais, si vous voulez, l'idée qu'il faut garder pour arriver à ce texte que je vais commenter, c'est l'idée qu'en fait, quand Lorca est arrivé à New York, il est arrivé en perte totale d'identité. Le contexte dont on aurait besoin, c'est effectivement ce contexte d'un homme qui, dans la cabine du bateau, dit qu'il ne se reconnaît pas dans le miroir, avec cette thématique du miroir qui est toujours centrale, ce miroir qui renvoie vers l'intérieur les images externes. Et, si vous voulez, c'est un homme à plusieurs visages. Je me regarde et je ne me reconnais pas, dit-il, en cherchant mon visage de chaque jour. C'est-à-dire, si vous voulez, il est en perte de lui, il est en division de lui. Et ce que je voudrais montrer à travers ce texte, c'est comment justement il va faire ses retrouvailles avec lui-même, à la fois en tant qu'homme et en tant qu'artiste, retrouvailles à partir des retrouvailles d'une identité, celle qu'il appelle ici celle de l'Espagne ou même celle de l'Andalousie, et puis des retrouvailles aussi qui vont être des retrouvailles avec une histoire de l'Espagne, qui évidemment n'était pas non plus très rose, mais qui finalement ici nous amènera tout à l'heure à voir que la mémoire n'est pas perdue. Donc, si vous voulez, les quelques phrases que j'ai mises là, les quelques phrases qui émaillent ces images qui sont belles pour nous faire voyager un petit peu vers Cuba, je les ai traitées, si vous voulez, à partir des vers de Lorca, à travers les textes de Lorca, cette transparence visionnaire qui va redevenir la sienne petit à petit, et surtout, si vous voulez, c'est pourquoi j'ai insisté sur ces visions de manglares, des mangroves, parce que l'idée centrale qu'on va retrouver dans le texte, que je vais commenter, c'est l'idée des retrouvailles avec ses racines. Alors, ces racines qui sont à la fois celles de l'histoire, celles de la mémoire de l'Espagne, celles de sa propre Andalousie, perdue et retrouvée après New York, et puis ces racines qui sont celles, finalement, vous allez le voir dans les vers du texte, d'arbres, d'éléments végétaux qui s'enracinent dans la terre. Alors, ceci à travers ce que va être le texte, c'est un son. Alors, j'ai fait un gros travail sur le son, mais je ne peux pas vous le présenter aujourd'hui. J'ai vraiment travaillé très en détail sur ce qu'était le son. Ce son, c'est-à-dire, si vous voulez, ce rythme exclusivement cubain, enfin, qu'on ne trouve pas qu'à Cuba, mais qui est essentiellement cubain, ce rythme extrêmement sensuel de la danse, de la contorsion des corps, il en sera question aussi dans les vers du texte, si vous voulez. Et je voudrais simplement rappeler deux choses. Bon, le son, si vous voulez, c'est à la fois un genre musical et puis un genre dansé, c'est-à-dire le poème, c'est rythme et cadence aussi, ce poème qu'il va créer. Et si vous voulez, juste rappeler aussi ce que disait Marie Lafranc, et là, il faudrait faire tout un travail très intéressant sur le rapport à la fois aux Noirs, c'est-à-dire aux esclaves, finalement, à Cuba, et également au salon, aux danses de salon, parce que finalement, on a cette espèce de mélange des danses noires et des danses de salon, à l'époque où Lorca écrit le texte. Et Marie Lafranc dit ceci dans « Enfance et mort » de Garcia Lorca, donc c'est un livre de 68, mais c'est un livre absolument fondateur sur lequel je me suis beaucoup basée au départ quand j'ai commencé à travailler sur Lorca il y a longtemps. Et donc, si vous voulez, elle explique, les rythmes éminemment cubains ont été importés de Haïti à Santiago par les Français. Les Français, là j'ai une pensée pour notre ami mexicain, les Français qui sont transfuges de l'île vers 1800, quand ces riches planteurs blancs implantés donc dansaient la contredanse et que les esclaves imitaient leurs maîtres, les négresses en robe alfalbala, madras nouées sur la tête, sans autre musique que ces rythmes des pas de cour. Et alors, elle explique ceci, et là, évidemment, j'ai beaucoup développé ça dans un autre travail que j'ai fait, de la contredanse devenue contradanza est né le danzón, et du danzón est né le son, donc la rumba, qui donne évidemment les danses plus modernes ensuite. Alors, le texte de Lorca, je le soutiens avec une lune et des palmiers, vous allez voir pourquoi, parce qu'il faut rentrer dans le rêve, mais dans un rêve qui est aussi une réalité. Il faut rentrer dans ce texte donc, qui est de sa main, avec le titre qu'il a modifié, sur lequel je vais revenir, et entrer par le biais de cette lune, de cette pleine lune, sur laquelle je vais m'arrêter. Alors, le son, je vais rapidement vous le lire. Quand adviendra la pleine lune, j'irai à Santiago de Cuba.
J'irai à Santiago dans un coche d'eau noire. J'irai à Santiago. Chanteront les palmiers des toits. J'irai à Santiago quand la palme se veut cigogne. J'irai à Santiago aussi quand se veut Méduse le bananier. J'irai à Santiago avec la blonde tête de Fonseca. J'irai à Santiago et avec le rose de Roméo et Juliette. J'irai à Santiago, mer de papier, monnaie d'argent. J'irai à Santiago. Ô Cuba, ô rythme sec de graines séchées, j'irai à Santiago, ô taille brûlante et perles de bois, j'irai à Santiago. Harpe de troncs vifs, caïmans, fleurs de tabac, j'irai à Santiago. J'avais toujours dit que j'irai à Santiago dans un coche d'eau noire. J'irai à Santiago, brise d'alcool au rouge, j'irai à Santiago, mon corail en la ténèbre, j'irai à Santiago, la mer noyée dessous le sable, j'irai à Santiago, chaleur pâle, fruits blettes, j'irai à Santiago, ô bovine fraîcheur des lèches, ô Cuba, ô anse de soupir terre glaise, j'irai à Santiago. Alors je l'ai entièrement retraduit parce que la traduction ne me plaisait pas, c'est un de mes plaisirs favoris de retraduire les textes de Lorca. Et donc, si vous voulez, ce que je voudrais essayer de vous montrer, bon, j'ai pris ces photos, j'en ai d'autres, qui me semblent très intéressantes parce que cette vision lunaire, on la voit se modifier. C'est-à-dire que celle que vous avez en haut, c'est la vision de Lorca dans la lune new-yorkaise. Bon, on pourrait travailler rien qu'avec des images là-dessus. Et puis, ces images de lune dans lesquelles se réenracinent certains arbres, je vais y revenir dans une minute. Et si vous voulez, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer qu'il s'agit en fait de New York à Cuba et à l'intérieur du texte, d'effectuer un rituel de passage initiatique. Alors, Lorca est habitué au rituel de passage initiatique. On peut dire que chacune de ses œuvres ou de ses pièces de théâtre en est un de ces rituels, mais il est tout à fait intéressant ici, et j'ai beaucoup pensé avant-hier avec l'éclipse, beaucoup, parce que justement, c'est un rituel d'éclipse qu'il est en train de vivre au moment où le bateau l'emmène de New York à Cuba, au moment où il passe la mer, et la mer, c'est un thème très intéressant du point de vue initiatique. Et donc, si vous voulez, avant ces retrouvailles charnelles et artistiques avec l'autre lui-même, il va vivre cette étape de mort-renaissance formelle, musicale, humaine, entourée de son halo de mystère. Alors, bon, ces images, vous voyez, elles traduisent ce que je vais essayer d'expliquer dans le texte, c'est-à-dire ce mécanisme d'éclipse. Et donc, je vais garder le texte parce que j'en aurai besoin tout à l'heure. Alors, la pleine lune antillaise, sous les généreux auspices de laquelle est formulé ce souhait, j'irai à Santiago, semble de bon augure maintenant, contrairement à ce qu'elle avait été, car si l'on repense à la présence maléfique de l'astre suspendu à New York dans un ciel vide, croissant ou passant perdu, regardant la lune stérile, mort, qui l'attirait dans l'errance à travers les rues new-yorkaises, on s'aperçoit ici, si vous voulez, qu'on va franchir tout à fait autre chose. Alors, dans ce cas précis, l'épreuve, elle passe par les vers que vous avez « J'irai à Santiago dans un coche d'eau noire ». Alors, je me suis longtemps interrogée, et je ne vous dis pas que j'ai la solution du problème, mais je me suis beaucoup interrogée sur cette réalité. Et, si vous voulez, je pense que là, il faut repenser à la fois à des vers qu'on a dans New York, à des vers qu'on a dans les conférences, c'est-à-dire Lorca a un registre, une grille de lecture qui est tout à fait cohérente. Et donc, si vous voulez, ce voyage suivi d'une éclipse, cette épreuve de passage, elle suppose finalement une espèce de lune noire qui va préluder à la métamorphose de cette pleine lune maternelle, et pleine au sens vraiment de l'accouchement, si vous voulez, du poème, c'est-à-dire de l'astre annonciateur d'une maternité marine amniotique accouchant d'un moi poématique renouvelé de l'autre côté de la rive de New York à Cuba. Donc, si vous voulez, de l'autre côté de cette lune noire, de ce coche d'eau noire, on va retrouver un nouveau poète, on va retrouver aussi un nouvel enracinement. Et je repense à ce moment-là, si vous voulez, pour que vous compreniez ce que je veux dire, à quelques vers que Lorca avait dans l'enfant Stanton, un poème de New York. « Mon agonie cherchait son costume poussiéreuse, mordu par les chiens. Et toi, tu l'as accompagné sans trembler jusqu'aux portes de l'eau sombre. » Alors cette eau sombre, vous voyez, on la retrouve ici finalement à travers l'idée de coche d'eau noire, mais elle n'a plus du tout la même valeur qu'avant. Bon, il me faudrait peut-être le temps de vous le développer. C'est-à-dire en fait que cette eau sombre de mort est redevenue, je le pense ici, à travers cette vision noire qui est évidemment aussi
la grande idée lorquienne de la mélancolie créatrice, puisque Lorca passe initiatiquement toujours par les épreuves de mélancolie créatrice, le noir en étant évidemment la couleur de la bile noire qui la signifie. Et donc, si vous voulez, cette lune noire ici va donner la place à la lune dorée, pleine lune maternelle dont je parlais. Alors, on a aussi, si vous voulez, dans la conférence du Duende, quelque chose qui permet de l'expliquer en 30 secondes, c'est-à-dire dans la conférence du Duende, ce Duende daimon grec, qui devient le symbole lorquien, Lorca parle des sons noirs, couleur du baptême de l'eau sombre qui annonce le perpétuel baptême restauré des choses fraîchement créées. Donc, si vous voulez, si on associe un peu ce registre très rapidement, excusez-moi de le faire aussi vite, des sons noirs et de la couleur du baptême de l'eau sombre, on a ici le baptême qui est celui, en l'occurrence, du poète, qui, en passant de New York à Cuba, restaure initiatiquement sa poésie et se restaure lui-même de l'autre côté. Alors, on a aussi, si vous voulez, voilà, alors ça, c'est quelque chose que je vais essayer de vous expliquer, c'est-à-dire, vous avez dans le texte les vers qui sont « J'irai à Santiago quand chanteront les palmiers des toits, quand la palme se veut cigogne et quand se veut méduse le bananier ». Alors, l'arbre symbolique de Cuba, c'est la palme réale, las palmas reales, et si vous voulez, il faut associer ça pour essayer de vous montrer la restauration. Le problème de Lorca, c'est que Lorca reste un enfant toute sa vie jusqu'à sa mort. Il est un enfant par l'imaginaire, mais il est un enfant aussi par ses racines, à la fois de Fuente Vaqueros puis de Grenade. Et, si vous voulez, ces cigognes, ce sont celles des restaurations à Cuba de son enfance et aussi des racines des arbres. Je vais essayer de vous expliquer ça rapidement. Alors, si vous voulez, on va arriver à l'idée que vous avez dans le texte. Alors, vous avez l'idée du chant. Et vous avez ensuite, si vous voulez, une image qui va être harpe de tronc vif, caïman, fleur de tabac, bon, je vais y revenir, harpe de tronc vif, c'est-à-dire la restauration du palmier royal, en quelque sorte, de Cuba, avec des souvenirs d'enfance qui sont ceux, et les images, ce sont des images de Cuba que j'ai trouvées, qui m'ont enrichi, parce que ça me permet de vous l'expliquer très vite, c'est-à-dire qu'il y a des cigognes sur les palmiers de Cuba, cigognes que Lorca, lui, avait connues dans son enfance, non pas sur des palmiers, mais sur les arbres ou sur les clochers des églises. Et donc, si vous voulez, pour essayer d'expliquer la restauration de ces racines dont je parle, et de cette authenticité humaine dont je parle, on a, si vous voulez, l'impression que cette harpe, c'est-à-dire un instrument comme celui d'Orphée aussi, bon, il faudra avoir le temps de revenir sur les mythes, joue ici le rôle de psychagogue, c'est-à-dire un rôle de passage, puisque la harpe est un élément de passage, en dehors du fait qu'elle peut être comme la harpe d'Orphée. Enfin, il ne faut pas oublier Orphée aux enfers non plus. Donc, si vous voulez, en fait, on a ici, en quelque sorte, à la fois les sons mélodieux qui vont restaurer les tensions entre les instincts matériels, dans le cadre et les cordes de lynx, et puis les aspirations spirituelles, c'est-à-dire on va avoir une synthèse de tout, à la fois de la vision de ce qu'est une harpe du point de vue matériel et spirituel, figurée par les vibrations concordantes des cordes dans les hautes palmes célestes. Alors, on est très loin ici, si vous voulez, de vision de New York, par exemple, qui étaient, si vous voulez, les arbres à moignons qui ne chantent plus. Vous voyez, si on prend juste un vers, les arbres à moignons qui ne chantent plus, on est évidemment aux antipodes de ces retrouvailles ici avec... alors, j'ai cherché, parce que je voulais essayer de vous montrer les bananes devenues méduses, et j'ai trouvé que cette image-là, qui ne me satisfait pas pleinement, mais pour que vous voyez qu'à la limite, une banane reflétée dans un miroir d'eau peut ressembler aussi à un régime de méduse. Alors, les images, je les ai associées, juste pour l'œil, parce que, si vous voulez, il faut que ce soit visualisé, il faut que ce soit sensible, il faut que ce soit l'oreille, qu'on entende aussi. Bon, moi j'entends, peut-être que vous n'entendez pas. Pour montrer combien un palmier peut ressembler à une harpe aussi. C'est-à-dire que si on fait une association métaphorique, ce sont des images de palmiers, et on peut envisager comment Lorca a pu, si vous voulez, restaurer cette vision entre l'arbre et... la réalité poétique. Alors, cette musique, on l'a dans le texte, on l'a, si vous voulez, ô Cuba, au rythme sec de graines séchées, ô taille brûlante et perles de bois. Alors, si vous voulez, évidemment, vous avez les maracas. Bon, je ne vais pas insister là-dessus parce que c'est très connu, mais il est bien certain que Cuba, c'est le pays par excellence de la danse et de la musique et des maracas. Et donc, Lorca, dès son arrivée en bateau, va souligner cette idée
qu'il est assailli par deux bruits qui sont le bruit des maracas des Noirs sur le port ou de ceux qui l'attendent mais qui, eux, ne jouent pas des maracas, et puis les cornes chinoises, ces cornas chinas, qui sont un instrument aussi totalement typique au moment où il arrive à Cuba et qui vont lui amener immédiatement la musique cubaine qui va donner lieu à son poème. Avec les grandes lignes horizontales, dit-il, la ligne des champs de canne, la ligne des terrasses et la ligne des palmiers, 1000 noirs aux joues teintées d'orange, comme s'ils avaient 50 degrés de fièvre, dans cette chanson que j'ai composée et qui arrive comme une brise de l'île. Alors, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est qu'il est dans ce continu que je signifiais tout à l'heure de durée mentale, c'est-à-dire il est dans un souvenir historique, il est dans un souvenir personnel, il est dans une reconquête de son identité et de ses racines, et il est donc dans cette espèce de moment qui va le conduire finalement de 1930, où il va quitter Cuba, il est resté juste quelques mois, jusqu'en 1932, où il va redonner sa conférence, puis en 1935, où il va redonner sa conférence à la veille de sa mort. Autrement dit, Cuba va rester en lui jusqu'à la fin, complètement jusqu'à la fin. Et la première phrase que j'avais, que je n'ai pas lue, mais qui me servira aussi de conclusion, ce sera « Si je me perds, que l'on me cherche à Cuba ou en Andalousie ». Alors, si vous voulez, Santiago, ça devient cette incarnation non pas de Compostelle, mais García Lorca était allé aussi à Santiago de Compostelle, mais Santiago de Cuba, qui va devenir, si vous voulez, voilà. Alors là, je vais vous expliquer quelque chose. Roméo et Juliette, c'est pas ce qu'on croit dans le texte. Roméo et Juliette, c'est la fabrique fondamentale de tabac des fameux cigares Churchill. Il y a une fabrique à Cuba qui est la fabrique Fonseca, donc vous l'avez dans le texte. J'irai à Santiago avec la blonde tête de Fonseca et avec le rose de Roméo et Juliette. Alors, c'est intéressant parce que son père, à Lorca, à Fuente Vaquero, c'était un terrateniente qui avait de l'argent et qui faisait venir directement de la seule usine de Cuba ces fameux cigares qu'il fumait le soir à la veillée, ce qui fait que le petit Lorca a été habitué, et il le dit dans le texte, finalement, avec le rose de Roméo et Juliette, mer de papier, monnaie d'argent, etc. Autrement dit, vous voyez, tous ces souvenirs infantiles sont restitués à travers cette... Bon, j'essaye pas de vous donner la clé, mais j'essaye de montrer comment le poème fonctionne, c'est-à-dire finalement cette restauration, alors d'un thème central, parce que Roméo et Juliette, c'est aussi un thème Lorca central, il va écrire, bon, j'avais communiqué sur Shakespeare l'année dernière dans un colloque, il va écrire sur Roméo et Juliette, sur cette tragédie où ici, dans les cigares, on voit pour la dernière fois descendre par le balcon Roméo qui va immédiatement mourir quelques instants plus tard en tombant de l'échelle de corde. Et si vous voulez, ce qui explique aussi un des vers, c'est « Mon corail dans la ténèbre ». Mon corail dans la ténèbre, je pense que c'est l'expression, si vous voulez, de ce que vous voyez, c'est-à-dire le rouge du cigare. Alors vous savez que, bon, je fais une toute petite incise, j'avais un grand-père qui avait fait la guerre de 14, bien évidemment, je suis un petit peu plus vieille que vous. Et donc, si vous voulez, mon grand-père me racontait toujours que dans les tranchées, il y avait le premier qui allumait la cigarette, il y avait le deuxième qui tirait une bouffée, et il y avait le troisième qui se faisait tuer. C'est-à-dire que le rouge corail dans la ténèbre permettait à l'ennemi en face de repérer celui qui allumait sa cigarette, de viser le deuxième qu'il n'atteignait peut-être pas, mais de tuer le troisième. Et mon grand-père me disait toujours, tu sais, n'allumons jamais une cigarette dans une tranchée car on en meurt. Donc, si vous voulez, ce souvenir m'est revenu aussi en voyant ça, c'est-à-dire finalement cette fleur nicotine, bon, de tabac, alors je ne reviendrai pas sur ses effets. Et donc, si vous voulez, je voulais vous montrer ça pour vous expliquer comment, ici, ces racines, vous voyez, elles sont les siennes personnelles, privées, intimes, et pas du tout ce qu'on attend peut-être de certains mythes qui sont pourtant là aussi. Alors, les crocodiles, ils sont là aussi, je vous en dis quand même un petit mot. Caïmans, bon, vous savez qu'à Cuba, on élève actuellement, et on a élevé déjà des crocodiles. On les élève d'abord parce que ça permet de les tuer pour vendre les sacs à main et autres... éléments de ce genre. Donc, il y a des élevages de crocodiles à Cuba. Et quand Lorca y est allé, il est allé à Yumuri, qui est une ville célèbre pour ses élevages de crocodiles. Et il est allé en bateau, et le bateau a failli se renverser. Il a failli tomber dans les charmantes gueules que vous voyez là. J'en avais des pires, mais quand même, j'ai respecté un petit peu la décence à 10 h du matin. Et donc, si vous voulez, c'est un souvenir qui l'a marqué toute sa vie. On a des exemples très intéressants là-dessus. C'est-à-dire la vision... Alors, Cuba est représenté comme un crocodile. C'est-à-dire qu'on représente Cuba de différentes façons. Bon, tout à l'heure, je vous ai mis une image un petit peu, vous n'avez peut-être pas vu, mais qui était un petit peu osée parce que c'était une vision, enfin bon, de Cuba. Et donc, si vous voulez, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il rend aussi quelque chose qui est métaphoriquement intéressant, c'est la représentation de Cuba sous la forme d'un crocodile.
L'île des crocodiles sous la forme d'un crocodile. Et on la trouve effectivement un peu partout comme ça. Alors, ce que je veux simplement vous dire, c'est que donc, à partir de là, quelle mémoire va nous donner Lorca dans ce texte? Bon, je suis obligée d'abréger un petit peu, j'aurais pu en parler plus longtemps, mais ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est de voir que l'homme et l'artiste, finalement, va retrouver ici, bon, son identité perdue, mais sans oublier que Cuba, c'est aussi une mémoire historique que Lorca connaît bien, car s'il y a un humaniste, c'est bien lui, c'est-à-dire que Lorca n'oublie pas que Cuba, ça a été la ville de l'esclavage, et je pense que c'est l'explication de ces derniers vers. Il ne veut pas, si vous voulez, s'attrister dans ce texte, parce qu'il est en retrouvailles harmonieuses, musicales, métaphoriques avec lui-même, et l'histoire ne peut être qu'une histoire sauvée, si vous voulez. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, les derniers vers sont sûrement une allusion à l'histoire de Cuba au sens de la traite. C'était quand même une des grandes plateformes de la traite. Et donc, si vous voulez, il veut nous livrer finalement, c'est pour ça que je l'ai traduit, je l'ai traduit par cette idée de anse, de terre, soupir de terre glaise. C'est-à-dire, si vous voulez, je l'ai traduit comme ça parce que je pense que c'est ce que dit le texte, c'est-à-dire que c'est à la fois une douleur, anse, on imagine les bateaux négriers qui emmenaient, et je vais finir sur Nantes, rassurez-vous, parce que la mémoire, elle est là aussi. C'est-à-dire que finalement, ces soupirs terre glaise, c'est l'idée à la fois d'une île qui a donné des esclaves, et beaucoup, mais en même temps, si vous voulez, où la terre glaise, c'est aussi un élément de reconstruction, c'est aussi un élément artistique, c'est aussi un élément... ça n'est pas n'importe quel élément, si vous voulez, la terre glaise. Alors, finalement, je pense qu'il finit sur une image de reconstruction aussi, et bon, on connaît la vision de 1930 à Cuba, c'était effectivement pas le paradis terrestre, mais si vous voulez, c'est un désir de sauver finalement, de sauver ce qui à ses yeux devient essentiel, c'est-à-dire une certaine mémoire. Et dans sa conférence, il va dire ceci: « Aujourd'hui, je n'ai d'autre spectacle à vous offrir qu'une poésie amère mais vivante, qui, je le crois, pourra vous ouvrir les yeux à grands coups de fouet. » Alors, les grands coups de fouet, ce sont évidemment les grands coups de fouet donnés par les esclavagistes aux esclaves, lien à Cuba et lien, si vous voulez, je pense, au dernier vers de son texte. Et ce qui est intéressant, c'est que le lecteur doit recevoir ces coups de fouet. C'est-à-dire, c'est cette idée qu'il a toujours et qu'il retrouve ici restaurée, que finalement, il faut réveiller ici la mémoire de l'esclavage à grands coups de fouet. Alors, je finirai sur Nantes parce que ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, il ne faut pas oublier que nous sommes nantais. Nous avons le Festival de cinéma espagnol à Nantes, nous avons beaucoup de choses, mais nous avons aussi le mémoire, le musée de la mémoire et le lieu de mémoire de l'esclavage. Alors ces soupirs, cette anse de soupirs terre glaise, elle faisait certainement partir les bateaux vers Nantes, ces bateaux négriers que nous ne devons non plus jamais oublier. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup.